Alors oui, je me présente, Isabelle Raviolo, je suis enseignante dans le secondaire et en faculté. Et mes derniers engagements étaient via la rencontre avec certains étudiants de la faculté Paris 1 Tolbiac sur le groupe Extinction Rébellion, où ils ont fait un sitting en octobre dernier, notamment sur le pont Saint-Michel. Et ce mouvement lancé en 2018 au Royaume-Uni a été suivi par des sièges, des articles, des interviews aussi, qui ont permis au fond à ces jeunes de faire prendre conscience aux autorités de l'urgence de réagir relativement à toutes ces questions d'écologie. Alors c'est un mouvement militant, engagé, de désobéissance civile non violente. Et je m'y suis engagée à la suite de mes étudiants et aujourd'hui, nous militons par différents biais, via des articles, des journaux, des rencontres qui permettent au fond de rendre compte d'une situation où les questions peuvent émerger à partir d'une réflexion sur notre rapport à la terre, au sol, à la nourriture aussi, et puis bien sûr à notre régime alimentaire, végétarien, carné, et à la manière dont nous élevons les animaux. Élevage en batterie, élevage intensif, déforestation pour la culture du soja en vue de nourrir les animaux. Et ces questions-là, au fond, sont très importantes parce que tout est relié. Les jeunes en prennent de plus en plus conscience, comme l'an dernier quand ils ont manifesté pour la marche pour le climat. Alors, qu'est-ce qui précisément a déclenché votre engagement? Vous parlez de vos étudiants. Est-ce qu'il y a une anecdote, par exemple? Alors, une anecdote, je n'en ai pas immédiatement, mais toujours est-il que, voilà, j'ai toujours voulu ne pas consommer de viande. Déjà, depuis, voilà, une vingtaine d'années, quand j'étais étudiante, j'étais consciente de ces problèmes reliés à l'élevage. Et j'ai voulu arrêter mon régime carné, puisque j'ai été élevée là-dedans, dans un régime avec de la viande chez mes parents. C'était un choix, pas une question de mode, pas une question de goût, mais un choix militant. Ensuite, j'ai refusé toujours d'avoir une voiture. Bon, je n'avais pas les moyens, mais j'aurais pu après passer mon permis de conduire et avoir une toute petite voiture en sacrifiant un budget pour les livres ou pour d'autres choses. Je n'ai pas voulu, j'ai un vélo depuis 20 ans. Ensuite, toutes ces petites choses étant accumulées, il y a une consommation, bien sûr, des produits que l'on peut avoir en ville, qui est une consommation plus intelligente, plus responsable que d'acheter des produits qui vont générer beaucoup de déchets plastiques, par exemple. Donc, des produits de moins en moins transformés. Et puis, quand je suis devenue enseignante, j'ai voulu toujours sensibiliser mes élèves à ces questions. Et c'était toujours des questions qui étaient connectées aux problèmes sociaux, aux problèmes de la pauvreté, aux problèmes des inégalités sociales, aux problèmes donc de la répartition des richesses. Et les jeunes du lycée sont extrêmement sensibles à ces questions-là, quel que soit leur niveau de vie, quelle que soit leur classe sociale, et de plus en plus. Ils se rendent compte, au vu des chiffres des scientifiques, au vu aussi des dernières émissions, bon, je pense à Aurélien Barraud, à Étienne Klein, à Hubert Reeves, à tous ces scientifiques engagés, mais aussi à la littérature de science-fiction qui maintenant est devenue réalité. Regardez le livre sorti en 1943 de Barjavel, René Barjavel, Ravage, qui fait suite, au fond, à déjà des prises de conscience sur ces questions. Et on peut parler du rapport Meadows, il y a une quarantaine d'années, avec le mythe en Californie, ce rapport Meadows qui fait état des limites de la croissance. Et donc, au fond, ces questions qui étaient déjà celles de ceux qui habitaient la planète il y a un demi-siècle, sont aujourd'hui devenues une réalité. La science-fiction devient notre réel immédiat et c'est pour ça que l'engagement aujourd'hui se fait en particulier dans le vivier de la jeunesse. Et ça, je trouve que c'est vraiment, au fond, un facteur d'avenir, un facteur d'espérance, et on voit des émergents. On voit la permaculture, on voit là dans ma rue, pas loin, Miam, un commerce qui vend des produits d'agriculteurs de Picardie.
On voit des jeunes s'engager dans la Creuse, hein, d'anciens élèves qui ont fondé une permaculture dans la Creuse que je vais rejoindre pendant les vacances. Donc au fond, oui, il y a eu des rencontres, c'est vrai. Une anecdote, celle de mes étudiants à Paris 1 avec Extinction Rébellion, qui m'a permis de m'engager dans ce mouvement. Celle avec une étudiante, Lou Delepierre, qui est actuellement à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, et qui a fondé le mouvement écologique. Celle avec Louise Boulet, une ancienne étudiante végane, qui fonde une association Végane et Ville Maintenant. Au fond, tous ces élèves, anciens étudiants actuellement, ou anciens lycéens que j'ai suivis pour Parcoursup, eh bien, se sont tous engagés dans un mouvement associatif, en créant leur propre association, en rejoignant, et je me suis agrégé à leur mouvement, et ça fédère au fond, via les réseaux sociaux, via le mail, ça fédère des rencontres, des réunions, des engagements, l'on fait des petits. Très bien. Est-ce que vous avez participé à certaines des actions de Extinction Rébellion? Oui, alors en octobre dernier, ça a duré plusieurs mois, octobre, novembre, décembre, où nous faisions le siège des ponts, des places devant des institutions, devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, également devant le Palais de Justice, donc sur le pont Saint-Michel qui relie les deux rives à Paris. Et puis, Extinction Rébellion, c'était aussi une association autour de la sensibilisation des passants dans la rue qui rentraient de leur travail et qui interrogeaient ce mouvement. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez fait une ferme avec des animaux là au milieu de Paris? Qu'est-ce que c'est? Et puis on voit à travers ces réactions de passants, de citoyens, de Parisiens, que les gens écoutent, interrogent, questionnent et à travers ces questions qu'ils nous posent, se questionnent eux-mêmes dans leur propre mode de consommation. Et c'est intéressant aujourd'hui, où les gens finalement sont sensibles, mais ont toujours des démarches un peu contradictoires, mais comme nous tous, à des échelles variées. Hein, voilà, on ne renonce pas à son téléphone portable, qui pourtant est construit avec des matières premières venant des forêts primaires du Brésil. On n'y renonce pas parce qu'on est devenu accro à ce genre d'outils qui fondent un peu notre quotidien. Et pouvoir se dire qu'on peut vivre autrement et que nous, hommes qui nous fondons sur des habitudes et qui sommes des animaux d'habitude, c'est pas rédhibitoire ces habitudes. Même si c'est difficile de changer un régime alimentaire, un mode de vie, une hyperconsommation, on peut y arriver. Et je pense que ce que les gens ont compris à travers Extinction Rébellion, d'après les sittings qu'on a fait, les conversations qu'on a eues à Brûle-Pourpoint, c'est que c'est possible, que c'est pas du tout quelque chose qui est fermé, et que c'est pas non plus une résignation qu'il faut avoir, après moi le déluge aussi, mais c'est aujourd'hui agir, et agir ensemble, c'est agir en étant plus fort. Merci. Quand Extinction Rébellion est critiquée, c'est souvent pour des critères, vous êtes un peu bobo, un peu trop blanc, éducation supérieure, etc. Oui. Qu'en pensez-vous de cette critique? Il faut l'entendre. Si les personnes le disent, c'est qu'on peut se demander s'il n'y a pas, à travers cette manière de voir ces mouvements écologistes, ces manières de consommer dans les chaînes bio, une façon d'être qui caractériserait une classe moyenne supérieure ou une classe sociale riche. Je crois que c'est une question qui relève, c'est vrai, d'une conscience reliée à un certain niveau de vie. On ne peut pas se masquer la réalité. Reste que dans des situations d'extrême pauvreté ou de classe moyenne basse, on va dire ça comme ça pour aller vite, eh bien, je pense qu'il peut y avoir ce genre d'engagement et que ce n'est pas non plus réservé à une classe supérieure ou à une intelligentsia parisienne ou à des bobos comme ça du centre de Paris. Bon, moi j'habite là, j'habite un tout petit appartement, c'est minuscule, c'est un studio, c'est une studette. Voilà, je suis enseignante depuis longtemps, j'estime pas avoir un niveau de vie riche, mais j'estime pas non plus être parmi les pauvres.
Donc ces questions, ce n'est pas une question de compte en banque, ce n'est pas une question de budget. Je pense que c'est plutôt un engagement social qui touche tout le monde. Parce qu'on est tous engagés sur le même bateau. Et si on commence à regarder, tiens là il y a les bobos, tiens là il y a les intellos, tiens là il y a les prolos, on ne s'en sort pas. Je crois qu'il faut casser ces frontières, casser ces images pour construire demain quelque chose de beaucoup plus éco-responsable. Et j'entends par là quelque chose qui sortirait de ces étiquettes ou encore tiroirs ou un peu vision caricaturale hein, de cette réalité qui n'est pas infondée, certes, mais qui doit être dépassée. Parce que si on en reste là, on fait pas, on n'avance pas. Et je crois que c'est dommage. Il faut dépasser ça et s'unir. Et je pense à une ville aux États-Unis, Détroit, qui avait connu une crise économique très grave avec l'automobile, qui a dû se reconvertir. Et à Détroit, il y a, comme dans toutes les villes, hein, des classes sociales, voilà. Et elles sont très marquées là-bas aussi. Et je pense que quand tous les gens se sont réunis autour des permacultures, tout à coup, il n'y a plus ces distinctions-là. On était tous engagés. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les permacultures qu'on voit actuellement paraître dans la Creuse, dans la Somme, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est cette manière de concevoir que la terre est à tout le monde et que les frontières n'existent plus, les porte-monnaies n'existent plus, dès lors qu'on est engagé dans un projet commun autour d'une ferme avec un autre que nous, l'autre homme, alter ego, mais aussi l'autre animal, l'autre vivant, l'autre végétal, l'autre le sol, tout à coup on trouve un engagement commun qui permet de ne pas s'arrêter sur une symbolique capitaliste ou néolibérale. Voilà. Qu'est-ce que vous proposeriez pour booster, par exemple, les actions ou les adhésions? Oui, c'est une bonne question. Alors, je crois qu'il faut se repositionner dans une perspective. J'entends par là que dans l'échelle des associations, des individus engagés, des petits groupes, des groupuscules, donc on peut faire des choses, mais que ces choses que l'on fait, hein, in situ, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos hameaux, ont moins de répercussions médiatiques, donc on a l'impression que c'est moins important que quand on a du pouvoir, beaucoup d'argent et une forte médiatisation et un entre-gens. Reste que ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, les émergents qui sont là in situ voient le jour et portent des fruits. Je pense à des actions en bas de chez soi. C'est-à-dire des actions qui ne sont pas abstraites. Ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire, j'entends par là que quand on aide, ce n'est pas en donnant sur un site ou à une assoce de l'argent, d'envoyer un chèque, voilà, si on peut. J'ai rien contre, hein, et je ne critique pas les gens qui le font. Je l'ai fait pour Médecins sans frontières, je l'ai fait pour parrainer des petites filles en Afrique. Mais à un moment, je me dis, voilà, moi je ne les vois pas, ces personnes. C'est important pour moi de faire de l'action, par exemple, dans une maison de retraite, où il y a des personnes âgées, voilà, ils sont seuls toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on s'est engagé, il y a 2 ans, avec des jeunes du lycée, pour aller les voir une fois le week-end, toutes les semaines. Alors, on leur a porté des gâteaux qu'on faisait, etc. L'an dernier, je me suis engagé auprès des SDF, dans le cadre d'un TPE avec des classes de première. Donc, ces petites actions qu'on peut faire à sa mesure, avec son boulot, sa charge de vie, hein, etc., elles sont possibles, elles se réalisent. Avec les jeunes, c'est super parce que ça les met eux-mêmes dans une dynamique. Et je pense aujourd'hui à des classes que j'ai cette année et avec qui on s'est engagé pour les sans-papiers autour du Secours catholique de Saint-Ambroise. Et là, c'est super parce que toutes ces personnes qu'on a réunies, on crée des chaînes alimentaires, on crée des chaînes de vêtements et on crée des pôles comme ça qui sont des pôles d'échange, de troc,
où il n'y a pas une financiarisation, il n'y a pas un gros lobby derrière, il y a juste quelque chose qui ressemble davantage à des corporations médiévales. Hein, je pense à ces sociétés médiévales dont Karl Marx parle dans Le Capital, mais même avant Le Capital, parce que c'est son œuvre finale inachevée. Il en parle dans La Sainte Famille, il en parle dans Réflexions sur la question juive, dans ses textes avec Engels. C'est-à-dire qu'au fond, ce que Marx désigne à travers des sociétés droits de l'hommistes, c'est un côté abstrait, c'est devenu abstrait l'homme, les droits de l'homme. Et que cet homme, il faut le retrouver dans le concret de la vie de tous les jours en fondant des corporations. Ces corporations, aujourd'hui, elles ont un côté militant, bien sûr, et il faut, hein, pour l'écologie, pour la reconduite d'une nouvelle manière de penser son mode de vie, de se nourrir et d'habiter la ville et les campagnes. Et je crois qu'en faisant des jardins partagés, en créant des réseaux sociaux, des réseaux de partage, des corporations, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire à sa mesure, à son échelle, avec les personnes qu'on rencontre, tout de suite, c'est-à-dire en étant proche des gens. En étant proche des gens. C'est possible. Et je pense que si on met chacun notre petite goutte dans l'océan, ça fait ensuite, voilà, un lac, une mer, un océan. Est-ce que vous étiez auparavant engagé dans d'autres associations semblables ? Alors, dans d'autres associations semblables, j'ai été engagée dans des jardins partagés. Je le suis toujours à Anne-Franck, en bas de chez moi, au passage Berthaud. J'ai été engagée également dans des petites associations que j'ai créées moi-même autour de la ville, avec des élèves de terminale il y a une dizaine d'années, où j'ai fondé une petite association Paris Insolite. Alors, Paris Insolite, c'est refleurir Paris, faire des jardins végétalisés, proposer à des entreprises et à des écoles des ruches. Ensuite, moi-même, je me suis formée aux ruches Varées à Paris, via le parc Georges Brassens et les ruches Varées dans le 10e. J'ai eu mon diplôme d'apicultrice et aujourd'hui, je milite pour que mon directeur de lycée accepte de faire des ruches sur les toits de l'école. Mais c'est difficile, je comprends que lui soit pris aussi dans des réseaux de droit et qu'avec les parents, ils aient peur que voilà, les enfants soient piqués. Mais par les abeilles, mais c'est au fond toujours dans cette foi que l'on porte et qui nous mène en avant qu'on peut, hein, même si on connaît des échecs, continuer à avancer. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se dire bon bah voilà, là non quoi, mais on baisse les bras. Quelle est la singularité de Extinction Rébellion d'après vous? Alors, ça c'est vraiment important, la singularité d'Extinction Rébellion, parce que XR, hein, c'est les lettres qui caractérisent ce mouvement, se caractérisent par différents principes. Ces différents principes, c'est d'abord de partager une vision du changement. Une vision du changement, c'est-à-dire en créant un monde adapté aux générations à venir. En créant un monde adapté aux modifications climatiques que nous sommes en train de connaître, à la 6e extinction de masse. En créant aussi une culture régénératrice. Repenser aujourd'hui des énergies renouvelables, c'est apprécier une mission à la mesure de ce qui nous est nécessaire. Et au fond, c'est aussi rejoindre la philosophie, parce que quand Épicure propose des plaisirs naturels et nécessaires, c'est éviter tout le superflu et se dire que en mangeant ce que nous produisons, ou en refaisant notre pain, ou en tricotant nos pulls, ou en élevant nos propres animaux, on a beaucoup plus de satisfaction qu'en achetant tout prêt. Parce qu'on est moins infantilisé, on a plus d'estime pour notre travail, on apprécie plus ce que l'on mange, ça a plus de goût, et on retrouve le temps du partage, de la table, de la convivialité. On arrête de manger son truc, ses wings devant la télé. Et ça, c'est vraiment important parce que ça remet l'homme en question aujourd'hui, c'est-à-dire devant un système toxique, une nourriture toxique, un air toxique, un sol toxicisé, comment repenser l'avenir dans un vivre ensemble qui soit une communauté conviviale et une communauté engagée dans quelque chose qui soit de l'ordre d'une philosophie du questionnement, de l'interrogation
en accueillant chaque personne avec sa spécificité et en sachant reconnaître en chacun quelque chose qui puisse être beau, c'est-à-dire qui puisse faire une communauté avec les autres. Donc c'est au fond retrouver la beauté de chacun dans le groupe, dans la communauté. C'est ça aussi Extinction Rébellion. C'est en finir avec ces pouvoirs qui nous écrasent, ces multinationales qui nous rongent, mais en finir avec ça, c'est retrouver notre souveraineté d'individu par rapport à nos existences, par rapport à nos villes, par rapport à nos lieux d'habitation, c'est-à-dire au fond, se dire impliqué dans ce que l'on vit, dans ce que l'on mange, dans des réseaux de sens où le mouvement Extinction Rébellion, qui se fonde sur ces principes d'autonomie et de décentralisation, rejoint un peu ce que dit Michel Onfray dans son livre « Décoloniser les campagnes » au fond. Et ça c'est très intéressant, décoloniser les provinces, pardon. C'est-à-dire au fond, cette culture régénératrice que prône XP, Extinction XR, Extinction Rébellion, dans ce réseau non violent, c'est une régénération de nos modes d'existence à travers une vision commune, des soins personnels, interpersonnels, communautaires, des soins écosystémiques qui redonnent, en créant cette culture régénératrice, une reconnaissance et une place à la nature, aux animaux, dans un système complexe de relations, de connexions, qui évolue au fond à travers une coopération entre les hommes à différentes échelles, mais où tout le monde peut ressentir que l'économie n'est pas une fatalité, l'économie telle que nous la connaissons, mais une économie à repenser, à revivre de façon plus intelligente et aussi finalement plus satisfaisante, parce qu'on aura l'impression de retrouver au fond une certaine liberté par rapport à ce que l'on fait. Ah, on est comme sur des rails, pris dans un système de plus en plus stressant qui ne nous donne aucune satisfaction parce qu'on n'arrive plus à se repenser soi-même là-dedans. Aujourd'hui, les penseurs les plus pertinents relativement à la crise écologique, je ne me limiterai pas à la communauté uniquement des philosophes. Je pense que parmi les scientifiques, et je parlais d'Hubert Reeves, mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup à entendre et à comprendre par rapport à un discours qui n'est pas seulement un discours de chiffres abstrait, enfin abstrait, pas abstrait parce que les chiffres parlent, comme on le dit, et donc nous mettent devant une réalité indépassable. Aurélien Barraud, j'en ai parlé. Ce sont des personnes qui éveillent les consciences. Et éveillant les consciences, au fond, entre en relation avec ce que certains philosophes peuvent dire. Je pense par exemple à Jean-Michel Besnier, mais je pense également à Alain Finkielkraut, je pense également à Élisabeth de Fontenay ou à Florence Burga. Toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont le courage de dénoncer des modes de vie, des systèmes économiques injustes, un néolibéralisme de plus en plus inégalitaire et de plus en plus sauvage. Et c'est vrai que c'est des questions qui interrogent parce que, vous savez, récemment j'ai lu le livre d'Alain Finkielkraut, Des animaux et des hommes. Et dans ce livre, Alain Finkielkraut cite beaucoup d'auteurs, et c'est grâce à lui d'ailleurs, et j'en profite pour le remercier, que j'ai découvert un très beau texte de Philippe Muret dans Désaccord parfait, un très beau texte où il parle des vaches. Ces vaches, ces tendres vaches, dit Philippe Muret, traînant au doux mufle tremblant avec leur bonne odeur de boue et de lenteur, leur mugissement mélancolique et la rondeur de leurs énormes flancs et leur élégance gargantuesque, sont donc mis en opposition avec un art indéfendable. Et puis, à travers ce texte, il parle du paysan qui regarde passer ses vaches. Et il se doit maintenant de manger la vache enragée de l'art contemporain, dit Philippe Muret. Tout ça pour parler de ce livre magnifique d'Alain Finkielkraut, où il est question de retrouver une collaboration avec l'animal. Non pas de s'engager dans des mouvements extrémistes en allant détruire des boucheries à Lille, mais les mouvements antispécistes, les mouvements véganes, qui nous font prendre conscience que manger de la viande n'est pas nécessaire au point d'en manger autant que nous en mangeons, mais
peut, au fond, se repenser d'une autre manière pour permettre aux générations futures de continuer à vivre sur la planète. Il faut manger moins de viande, quoi, c'est évident, et pratiquer une autre manière de traiter nos animaux, quoi. Dans les abattoirs, c'est absolument dingue la façon dont les animaux sont traités. Toutes ces questions-là, on ne les voit pas, donc c'est abstrait pour nous. On mange un beau steak dans notre assiette et on se dit c'est bon, c'est délicieux, mais on ne voit pas ce que l'animal a souffert en amont. Ces questions, au fond, doivent nous sensibiliser à des facteurs écologiques aujourd'hui hyper importants qui nous concernent tous, hors frontières, hors religion, hors culture et hors classe sociale. Donc oui, il y a des scientifiques, oui, il y a des philosophes, j'en ai cité, mais il y a aussi des gens formidables comme Cyril Dion, qui sort des documentaires tout à fait remarquables, avec Mélanie Laurent, Demain, d'accord, qui a eu une palme d'or, mais aussi plus récemment, hein, c'est possible, tout est possible encore, hein, ce très beau film qui raconte la vie de deux personnes qui vont fonder leur ferme en Californie. Je pense également à ce très beau film Petit paysan, hein, qui a été tout à fait remarquable et avec lequel j'ai travaillé dans mes classes en première. Je pense également à tous ces militants engagés dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à ces BDistes qui sortent des BD et qui permettent ainsi, à travers la BD, un autre genre littéraire, de sensibiliser les consciences. Tout cela, au fond, compte parce que, quel que soit le genre littéraire, poésie, BD, roman, pièces de théâtre, on voit de plus en plus s'agréger des auteurs qui sortent des clans et qui interrogent beaucoup les consciences. Vous voyez, l'an dernier, il y a eu toute une émission, hein, en direct, tout un samedi, tout un dimanche, tout le week-end, à Beaubourg, au Centre Pompidou. C'était France Culture qui l'avait intronisé autour de cette très belle exposition Préhistoire. Et là, ils avaient réuni scientifiques, auteurs de BD, romanciers, sociologues, historiens, mais aussi ethnologues, anthropologues, historiens de l'art. Tous ces gens étaient là et discutaient avec le public. Et c'était génial parce qu'on discutait de quoi au fond à travers Préhistoire, mais de ce qu'était l'homme, de ce qu'est devenu l'homme, de l'Anthropocène, du chasseur-cueilleur à l'homme de l'Anthropocène. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle énergie nous a fait perdre les pédales et qu'aujourd'hui il faudrait repenser dans un système qui doit utiliser la technique, pas contre l'homme, mais avec l'homme, pour repenser son lien à la nature. Que pensez-vous du collapsologue? Oui, alors oui, ça c'est très intéressant. Et c'est vrai que la collapsologie, c'est vraiment un peu relié à ce livre dont je parlais, de Dennis Meadows, The Limits of Growth, les limites de la croissance, hein, qui a été réalisé par le Massachusetts Institute of Technology dans les années 1970 et qui alertait déjà des limites d'une croissance démographique et économique exponentielle sur une planète aux ressources limitées. Eh bien, ce que je pense de la collapsologie, c'est au fond quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui pensent l'urgence de l'action, et qui, selon moi, est un discours qui a sa place, mais par rapport auquel, comme par rapport à tous les autres discours, il faut toujours garder son esprit critique. C'est-à-dire que entendre quelque chose ou voir une image, c'est toujours le questionner. Ça, c'est l'attitude philosophique. Une attitude de généalogiste, une attitude de mise en perspective, une attitude qui crée au fond un dissensus intérieur pour permettre le dialogue, c'est-à-dire le débat, et éviter de basculer dans une sorte de vœu pieux, d'irénisme, ou encore tout va s'écrouler. Je pense que, et j'en ai parlé, à travers des documentaires comme ceux de Cyril Dion, on voit qu'un autre avenir est possible et que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, que ce n'est pas la fin du monde, que ce n'est pas la futurologie au sens d'un scénario catastrophe à la Emmerich ou encore voilà, des films qui pourraient éventuellement imaginer des fins du monde
avec des scénarii hein, à la 2012. Donc ces questions qui sont des questions d'actualité que pose la collapsologie doivent toujours nous permettre de questionner le discours, le fond du discours et les propositions pour demain. Moi, je veux bien entendre la collapsologie, mais je l'entends toujours à travers une question qui est celle, pour moi, déterminante. C'est la question que posent tous ces jeunes dont j'ai parlé et qui est la question de l'engagement. L'engagement d'une révolution de nos modes de développement, de notre rapport collectif à l'énergie, aux ressources naturelles, à la consommation, mais aussi à la mobilité, avec l'empreinte carbone dont on parle beaucoup, au logement et au loisir. Donc toutes ces questions-là, envisagées par la collapsologie, c'est pour dire que si un monde s'éteint, un autre monde va renaître. Et qu'on voit davantage le mal qu'on ne prend conscience du bien. On voit davantage ce qui s'effondre et les ruines que tous les émergents qui sont actuellement à l'œuvre. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier, parce qu'on ne construit pas un avenir si on fait d'abord intervenir la catastrophe. Parce que sinon, ça va décourager les gens. Parce que sinon, les gens vont vous dire « après moi le déluge ». Parce qu'aujourd'hui, dans des sociétés hyper stressantes, où les gens ont du mal à joindre les deux bouts, ils sont pris dans leur travail. Comment engager ces gens-là aussi, tous ces gens, dans des œuvres communes, en repensant finalement des réseaux d'échange, du troc, des corporations, une autre manière d'habiter dans les villes, des travaux plus communs, arrêter cette espèce de concurrence. Moi je le vois, je travaille au lycée, à la fac, je vous l'ai dit, quand je reçois des parents, on n'est pas sorti de ces mentalités de concurrence, de carrière, d'argent, mais il faut repenser ça. Il faut repenser ça à travers des choses beaucoup plus modestes, où chacun aurait sa place justement. Ben oui, justement, sur la collapsologie, il y a eu Slate. Slate, vous savez, c'est un magazine en ligne qui traite de l'actualité dans des domaines politiques, économiques, diplomatiques et technologiques, qui propose une idée sur la collapsologie très intéressante, parce que Slate dit là récemment sur Internet hein, que les idées de la collapsologie qui semblent très ancrées dans la société française montrent que 6 Français sur 10 redoutent un effondrement de la civilisation et que les sondés estiment que 36% d'entre eux, les Français sondés, que la cause de cet effondrement serait un réchauffement climatique, 17% une surpopulation, 17% la montée des inégalités. Au fond, on dit oui, les gens ne s'engagent pas, etc. Mais les gens sont conscients aujourd'hui des problèmes. Et ils sont conscients, mais ils ont du mal à agir. Et il y a encore des sortes de, comment dirais-je, contradictions dans nos manières de vivre. Hein. Moi, la première, c'est pas les autres et puis pas moi. C'est des contradictions par rapport au fait que on a toujours un ordinateur, on a toujours des téléphones, on a toujours un mode de vie de consommation, que si on essaie de consommer des produits frais dans des petites coopérations quand on habite en ville, c'est vachement dur, que c'est beaucoup plus cher, que tout ça finalement demanderait vraiment de s'unir davantage pour casser ces systèmes économiques dont on dépend. Encore beaucoup, encore beaucoup. Et j'ai peur, moi, que la collapsologie pense une forme d'effondrement qui va finalement être assez tragique pour pouvoir ensuite rebondir ailleurs. Vous voyez, c'est ça dont j'ai peur. C'est très difficile de sortir des habitudes, c'est très difficile de sortir d'une économie où on a pris des habitudes de confort. Je me repositionnerai par rapport à votre 4e question dans la perspective de l'échelle. À notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que dans son dernier documentaire, très beau, hein, documentaire-film, Tout est possible, de Cyril Dion, on voit ces gens qui quittent leur ville de Los Angeles, leur confort urbain, enfin relatif, mais quand même, pour aller s'installer dans une ferme. Ils vont connaître des problèmes pas possibles pendant 7 ans. C'est la galère pendant 7 ans. Puis au bout de 7 ans, il y a les feux de forêt.
en Californie, tous les feux en Californie, c'est l'horreur. Ils ont toujours eu cette force de rebondir et on les voit à travers toutes ces années, parce que c'est un film déjà sur plusieurs années qu'il a fait. Et je me dis, quand on surmonte, quand on a cette force-là, c'est que déjà, on n'est pas tout seul. Ils sont à deux, ils s'aiment, il y a le chien qui est avec eux, ce chien qu'ils adoptent. Et puis ensuite, il y a tous les habitants qui viennent, puis ils font les marchés. Et je crois que décloisonner les provinces, sortir de la diagonale du vide, c'est proposer aussi des solutions et repenser que aujourd'hui, s'il y a moins de différence entre un Parisien et un New-Yorkais qu'entre un Parisien et un habitant de la Creuse, il faut repenser peut-être un rapport entre l'habitant des provinces françaises et celui des villes. Des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lille ou autres. Et je crois qu'il faut davantage créer une unité française. La question génial. Faire sa part, c'est le grand slogan de Colibri, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous répondez? C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Ça ne l'est jamais, et on peut le redire pour chacun, au fond. Parce que si ce n'est pas suffisant, c'est porteur d'un ferment fécond. J'entends par là que tout ce qui n'est pas suffisant est facteur de progrès, puisque contrairement aux idées extrémistes des collapsologues ou de certains, l'important dans la non-suffisance, c'est pas d'accuser des limites ou de dire vous n'avez pas fait assez, mais de dire il y a encore à faire. Eh bien c'est génial, faisons, ouvrons l'avenir. Et contrairement à ces manières de penser le futur à travers l'innovation et l'obsolescence programmée, pensons le futur à travers le progrès. À travers le progrès, j'entends par là, à travers l'idée que le temps est porteur d'une fécondité. Et que justement, ce qui caractérise notre condition humaine, c'est l'impossible immédiateté au présent, la façon délétère de rester dans un passéisme nostalgique, même si la nostalgie n'est pas un tort, mais que cette nostalgie, il faut en faire quelque chose pour l'avenir, et construire non pas un avenir en vue de consommer le futur iPhone, mais un avenir qui soit un progrès. C'est-à-dire, au fond, sur quoi fonder le progrès? Mais en retrouvant les valeurs de l'humanisme. Ce n'est pas l'humanité qui va s'éteindre, c'est les valeurs d'un humanisme au meilleur sens du terme. C'est-à-dire des valeurs qui soient celles de cet homme conscient de lui-même, autonome, qui, dans cette autonomie, peut créer un rapport avec d'autres hommes. En respectant sa liberté, il respectera celle d'autrui et engagera un dialogue fécond. J'entends par là que si ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on dit de Colibri, eh bien, Colibri va réinventer d'autres manières de repenser ce dialogue-là, ces échanges, ces constructions d'avenir. Je crois que c'est toujours possible si on repense le facteur du progrès comme un lendemain qui soit porteur d'un possible fécond. Les politiques, dans mon discours, ils sont dans ce qu'on leur donne la possibilité de faire. Parce que sans le peuple, les politiques, c'est rien. J'entends par là que le coup de génie des politiques, par rapport au discours qu'ils peuvent avoir, à toute la rhétorique dont ils peuvent user, c'est une manière de se servir d'une servitude volontaire. Et je rejoindrai un très très bel essai d'Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. Il faut le lire, cet essai, pas seulement retenir quelques citations, parce que de bout en bout, il y a tout un raisonnement qui est remarquable. Quand un peuple est pris dans un réseau économique de confort, c'est une très bonne manière de pouvoir l'asservir. Enfin, les empereurs romains l'ont compris, panem et circenses, du pain et des jeux, des loisirs et de la brioche à riz. Autrement dit, là, ici, on a un vrai facteur de pouvoir qui s'exerce sur nous. À partir du moment où l'on repense notre manière de manger, de vivre ensemble, de répartir les richesses, le temps qui nous est imparti à chacun, on a tous reçu 24 heures, riches et pauvres, hein. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 24 heures? Au fond, c'est une façon de déjà se dire, on n'est plus les marionnettes des politiques. Et qu'aujourd'hui, au fond, quand on va voter, on se retrouve toujours avec un candidat libéral et on n'en veut pas. Et on se dit, mais merde, j'ai pas choisi, moi, ce système-là. Et pourtant, je suis pris dans ces réseaux-là. Qu'est-ce que je peux faire?
Le droit de vote, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, repensons une manière politique d'habiter le politique, la police, la cité. C'est-à-dire, au fond, de dire, ben non, stop, on repense une souveraineté, un souverainisme. Non, stop, on repense le politique à partir de ce que nous, on peut faire, à partir de ce que nous, on pourrait proposer aux politiques, et qu'il n'y ait plus cette fracture entre un monde, là pour le coup déconnecté du réel, il faut quand même le dire. Alors moi je le vois, je suis dans l'éducation, quoi. Quand ils nous pondent des réformes, ils ne sont pas sur le terrain ces mecs-là, quoi. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Quand vous avez un président hyper méprisant envers le peuple et qui vous dit faut traverser la rue pour trouver un travail, ou la chroniqueuse Julie Graziani qui accuse une femme d'être au SMIC parce qu'elle n'a pas assez travaillé à l'école et qu'elle n'aurait pas dû divorcer, mais enfin, mais c'est intolérable ce genre de choses, quoi. Comment on peut penser là, la vraie fracture sociale, là pour le coup, hein, je veux dire, merde alors, c'est pas le type qui va essayer de consommer un peu bio qui sera dans la vraie fracture sociale avec un homme pauvre, c'est ces gens-là, quoi. Ces gens qui roupillent sur leur siège à l'Assemblée nationale et qui sont payés un prix exorbitant par mois, quoi. C'est pas normal, alors que vous prenez le salaire d'un enseignant, le salaire d'une infirmière, le salaire d'un pompier, 7 € de l'heure. Vous vous dites, mais attends, mais c'est quoi le problème là? C'est quoi? Il faut repenser ce genre de choses, quoi. Et donc le politique, il intervient là. Hein. Arrêtons ces COP 21, 22, 23, 24, 25 qui ne mènent nulle part. Les accords de Paris de 2015 qui n'ont mené nulle part. Pour se dire, au fond, ces gens-là ne font rien. Donc c'est à nous de faire. Et c'est à nous de les faire bouger. Et c'est à nous de déconstruire un système pour qu'eux se plient maintenant à nous-mêmes. Voilà. Et je crois que c'est possible hein, dans des réseaux de reconduite politique. Et justement, je pense à Cyril Dion et à son documentaire Demain, le dernier volet du documentaire où il est question de politique et où il prend le système des pays du nord de la Scandinavie. Et il montre que, par exemple, voilà, en Finlande, on repense la politique autrement. Que ça marche beaucoup mieux. Oui, c'est un pays avec oui. une toute petite démographie. Oui, je sais. Mais c'est vrai. C'est un modèle. C'est un modèle. Mais est-ce qu'on va attendre la catastrophe pour changer ?